Et nous avons cet honneur-là, cet immense choix-là, de recevoir sur ce beau plateau Monsieur Michel Okongo, qui est en train de faire déjà son entrée, et à qui nous disons déjà bonjour Monsieur Michel, 1 mètre de distanciation. Bonjour Monsieur Michel Okongo. Monsieur, je vous présente Monsieur Balthazar Ndalabou. Si vous pouvez déjà prendre place, il y a votre micro à côté de vous. Comment allez-vous déjà? Très bien, et vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. C'est l'indépendance aujourd'hui. C'est l'indépendance, bonne fête. C'est l'indépendance. Merci, même si on n'est pas en fête. Prenons place, s'il vous plaît. Le confinement, oui. Confinement. Oui. Et une salutation à tout le monde qui nous suit en ce moment. Oui, j'espère que c'est allumé. Oui, une salutation à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue tous les Congolais qui nous suivent. Nous sommes là, on essaie de vous accompagner dans cette journée de commémoration, parce qu'on ne parle pas de fête, on aura à fêter une autre fois. Nous sommes en plein confinement, donc comprenez qu'on ne va pas fêter. Mais nous allons commémorer cette journée, ça fait 6 décennies. Depuis que nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale. Donc c'est significatif pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons essayer d'accompagner votre journée. C'était un certain 30 juin 1960, mais un jeudi. C'est pas pareil. Aujourd'hui nous sommes mardi. Mais le 30 juin 1960, c'était un jeudi. Monsieur Michel, je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport à la circonstance, mais nous aimerions déjà savoir qui est Monsieur Michel Okongo. Moi, je vous connais personnellement, oui, mais peut-être il y a nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Qui est Monsieur Michel Okongo? Je suis d'abord, je suis avocat. J'ai beaucoup œuvré en Suisse. Et sur le plan politique, j'ai un engagement politique. J'ai fait 25 ans d'ALIDEPES, j'étais l'ambassadeur, donc le représentant de l'IDPES en Suisse et intérimaire en Italie. Et aujourd'hui, je suis président national de mon propre parti politique qui s'appelle Unité de Valais. Je suis en train de vous dire que je suis votre serviteur. Donc, le serviteur du peuple. Voilà en deux mots ce que je peux dire au peuple congolais. Moi, j'ajouterais aussi, vous fûtes des candidats à la présidence des élections 2018. Mais ça appartient au passé. Ah, ça appartient au passé. Voilà. Le parcours continue. Et là, avec Monsieur Balthazar Ndalabou, lui, il était en train de nous brosser l'histoire du réveil de notre pays. Et bien que vous n'étiez pas là, le réveil évangélique de notre pays. Oui, mais avec vous, nous aimerions parler de ces côtés-là vraiment historiques, des événements qui ont survenu par rapport, qui ont concouru à l'indépendance. D'abord, nous aimerions savoir si vous étiez là, vous étiez déjà né avant, avant l'indépendance. Si oui, comment était la vie au Congo pendant cette période-là? Bonne question, Judith. J'appartiens à la vieille génération. J'avais 1 année et demie lorsque le Congo avait accédé à l'indépendance. Mais c'est vrai, je dois être sincère, je ne comprenais rien. Indépendance, tout à cette époque-là, un enfant de 1 année et demie ne peut rien comprendre. Mais alors, l'indépendance, je l'ai compris par la lecture, mais aussi avec les images. Donc, pour moi, l'indépendance, en 2 mots, c'est d'abord un combat. Un combat des hommes et des femmes qui voulaient être libres parce que le départ, c'est quoi? Au départ, on avait accueilli des personnes qui nous ont, entre guillemets, apporté la civilisation. Et puis après, nous avons compris que c'était un danger pour nous parce que, donc, je parle de nos ancêtres, lorsqu'on ne pouvait pas aller faire la campagne du caoutchouc ou de l'ivoire, on s'est retrouvé avec les 2 mains coupées. Ça, c'était le roi Léopold II. Après, il y a eu les fils et les filles du Congo qui se sont réveillés et qui sont réveillés. Le tout premier, c'est M. Paul Panda Fanana. On ne parle pas trop de lui. C'est
c'est le premier qui s'est levé pour demander à ce que les choses puissent changer. Et c'était le premier qui avait osé prononcer le mot indépendance. Et puis après, il y a eu un réveil. Nous avons eu le sergent Karamouchi, qui avait clairement demandé à l'autorité coloniale de cesser parce qu'il nous fallait un État indépendant. Et puis Kasavubu aussi a réussi à faire beaucoup de choses à l'époque. Il a créé un mouvement grâce auquel on a arrêté de fouetter les clergés et certains évolués, c'est comme ça qu'on les appelait. En fait, c'était des intellectuels. Et puis la mèche a prise et nous avons eu cette revendication jusqu'au 4 janvier 1959. Et d'ailleurs, moi je dirais par rapport à cette journée-là, le 4 janvier 1959, selon vous, monsieur Okongo, pensez-vous que c'était l'un des événements qui a poussé aux Belges de nous accorder l'indépendance? Mais c'est un tout. Vous voyez, lorsque le vase est plein, il suffit seulement d'un petit goutte d'eau pour le faire déborder. C'est ce qui arriva le 4 janvier 1959, parce que figurez-vous, il y avait une forte pression populaire. Les Congolais voulaient absolument l'indépendance. Et les gens qui ont provoqué l'intincelle ce jour-là, ce sont des Congolais qui venaient d'assister à un match de football. Et puis tout est parti de là. Donc ça a raconté le sentiment de tous les Congolais. Et puis c'est parti, l'autorité coloniale a lâché. Voilà, donc c'est un tout. Donc c'est la conjonction de tout ce qui a été entrepris comme pression par le peuple congolais. Merci, monsieur Okongo. L'histoire nous aide à comprendre, à étudier le passé, à comprendre le présent, exact, dans le but de mieux préparer l'avenir. Tout à fait. Il y a une jeunesse qui vous regarde, ils ont besoin de connaître l'histoire de notre pays en profondeur. Moi, j'aimerais savoir les pionniers de l'indépendance qui ont proclamé, les pionniers d'abord de l'indépendance et qui l'ont proclamé. Très important pour la jeunesse qui vous regarde. Oui, c'est quand on parle de pionniers, ceux qui étaient à la pointe de ces combats-là. Ouais. Vous avez Lumumba, Kasavubu, vous avez les Kachamura, Kamita, tout. C'est toute une élite qui était à la pointe de cette action. Mais derrière, il y avait le peuple. Et c'est ce qui nous a mené à l'indépendance. Donc nous voyons juste la partie immergée de l'iceberg. Donc nous avons des martyrs, des gens qui ont combattu, mais qui n'ont pas été à la pointe de l'action après l'indépendance. Donc à la pointe de l'action après l'indépendance, nous avons eu un président de la République et son premier ministre, ainsi qu'un gouvernement. Donc ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce que je vais dire aux jeunes. C'est là qu'on combattit pour que nous ayons l'indépendance. Je vais enchaîner. Mais les jeunes aujourd'hui doivent combattre pour que nous puissions asseoir cette indépendance, cette souveraineté, parce que nous l'avons perdu aujourd'hui. Nous sommes indépendants. De quelle manière ils vont combattre? Pardon? De quelle manière ils vont combattre? Oui, mais on ne peut pas faire un dessin ici. Il faut savoir déjà combattre pour son espace. Pour son espace. Parce que le vrai combat, c'est comme dans un match de football. Dans un match de football, vous avez 11 joueurs. Chacun combat, défend son espace. Et c'est ce qui fait gagner une équipe. Donc chaque Congolais doit combattre dans son espace. C'est ce qui est important. On va y arriver, monsieur Okongo, merci. On va y arriver. Alors, nous aimerions connaître, selon vous, monsieur Okongo, vous êtes quand même, vous avez fait beaucoup d'années dans la politique et vous connaissez quand même l'histoire de notre pays. Alors, selon vous, vous pensez que l'indépendance de notre pays est intervenue précocement ou il fallait encore attendre d'autres années? Non. Il était temps. Parce que, oui, il faut voir aussi ce qui s'est passé hier. Donc, les mouvements de revendication indépendantistes, donc le mouvement indépendantiste, ça a pris quelques pays. Donc, vous avez par exemple le Congo-Brazzaville à côté ici, qui a accédé en 1962, les Rwanda pareil. Il y a beaucoup de pays qui ont accédé à l'indépendance après nous. Mais ils ne vivent pas ce que nous sommes en train de vivre. Je l'ai toujours dit, le Congo vit plusieurs vibrations. C'est comme vous mettez des danseurs ou bien un nombre de danseurs dans une piste instable qui tourne.
Même si ce sont des bons danseurs, ils ne sauront pas danser. Pourquoi? Parce que la piste est instable. Le Congo est en train de vivre, de connaître beaucoup de vibrations. Parce que, vous voyez, notre pays, c'est le pays, potentiellement, c'est le pays le plus riche au monde. Nous n'arrivons même pas à définir cette richesse. Lorsqu'on vous dit que nous avons 1100 espèces de minéraux et matières premières, nous-mêmes, c'est difficile. Lorsqu'on se met à compter, du bout du doigt, ça n'arrive pas, même à 50. C'est ça. Mais il y a des gens qui savent qu'est-ce qu'il faut à chaque étape. Parce que vers les années 70, personne ne pouvait nous parler de coltan. Ça veut dire que dans les années d'après, on va nous parler d'autres minéraux que nous ne connaissons pas, mais qui sont avec nous. Donc ça fait partie des vibrations. Et en plus, il faut savoir dans quel état d'esprit le Congo est né. Parce qu'à la conférence de Berlin, un certain nombre de pays se sont décidés. Ils ont défini une politique pour le Congo. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un secret d'État que je suis en train de livrer. Vous voyez en France, par exemple, tous les présidents français qui font partie des anciennes colonies françaises, lorsque vous accédez au pouvoir, parmi les choses que la France vous demande, c'est lorsque la France a des problèmes, la France est en conflit avec votre pays, cette loi non écrite vous dit de prendre position en faveur de la France. Vous imaginez, et vous êtes là, il y a votre peuple, il y a la France. Vous imaginez les drames. Oui. Donc, ça, ce sont les dessus de table que nous ne sommes pas censés connaître. C'est ça. Mais c'est une façon de vous dire déjà qu'il faut être du côté du peuple. C'est ça. Monsieur Congo, est-ce que pouviez-vous faire une comparaison entre la République démocratique du Congo avec d'autres pays africains qui ont le même âge d'indépendance que nous? Oui, il n'y a pas que les pays africains. Oui. Je suis en train de vous dire que les Congos, dans le passé, après 1960, nous étions alignés sur la même rampe de compétitivité avec des pays comme la Chine, avec des pays comme le Vietnam, avec les pays comme le Singapour, avec les pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud et tant d'autres. Ils sont trop avancés. Mais oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais vous voyez, on nous appelait les pays en voie de développement, tantôt les pays non alignés, des choses comme ça. Mais au finish, aujourd'hui, vous n'allez pas comparer le Congo à la Chine, ni à la Brésil, ni même à l'Afrique du Sud. C'est une façon de vous dire que nous avons marché à reculons. Et c'est ça le drame pour le Congo. Donc, comparativement avec les pays avec lesquels nous étions alignés sur la même rampe dans le départ, dans la compétitivité, ces pays-là ont émergé et nous avons reculé. Et c'est ça le drame avec le Congo aujourd'hui. Et vous allez me demander la faute à qui? La faute, c'est d'abord aux Congolais. Parce que l'homme congolais, surtout l'homme politique, fait passer ses ambitions au devant. Vous voyez, il faut faire passer d'abord sa vision. Lorsque vous avez un engagement, lorsque vous avez une responsabilité, il faut faire passer d'abord la vision. Vous voyez, si vous passez les ambitions, ça ne passe pas. Deuxième point, c'est l'impréparation. Je suis en train de vous précéder peut-être. Deuxième point, c'est l'impréparation. L'homme congolais ne veut pas se préparer pour assumer des responsabilités. On veut devenir médecin parce qu'on a été bouché et on a porté un blouson blanche. Et puis, on s'est dit, alors on peut aller faire la médecine et puis aller charcuter les êtres humains. Ça ne passe pas, ça se paye cash. Donc, vous voyez, on peut multiplier des exemples. Il faut se préparer. Une dernière chose, l'homme congolais, les responsables congolais, ne veut jamais prendre en compte les aspirations du peuple congolais. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on vous a nommé? Pourquoi on vous a élu? Une fois élu, une fois nommé, eh bien, vous faites autre chose. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Il faut, dans l'action de chacun, prendre en compte l'aspiration du peuple congolais. Ce peuple, c'est un peuple béni. La main de Dieu sur le Congo, nous devons comprendre cela. Nous sommes au centre du monde. Le Congo est au centre du monde. Monsieur Michel Okongo, je vais vous laisser continuer. Mais aujourd'hui, parce que nous faisons la course à la montre, 60 ans d'indépendance, pouvons-nous parler de la fin de la colonisation ou pas? Quel bilan pouvez-vous faire par rapport à ces 60 ans d'indépendance de notre pays? Je vais vous surprendre, Judith.
Ah bon? Le Congo est en train de marcher à reculons. Notre pays marche malheureusement à reculons. On a essayé un petit moment d'émerger, mais ça n'a jamais marché. Et je l'ai dit parce qu'on n'a jamais payé les aspirations du peuple congolais. Alors, le bilan est négatif. Le bilan est négatif parce que en termes d'insécurité, tout autour de nous, il y a 8 pays, nous avons 9 pays frontaliers. Sur les 9, 8 sont dans nos frontières. Et ces pays-là font ce qu'ils veulent. Ils sont armés, ils ont tout ce qu'il faut, ils dictent la loi et puis nos richesses. Et entre-temps, la crise politique que vous avez vu, ce qui s'est passé dernièrement, je ne vous rappelle pas. Et tout cela, ça ne nous avance pas. Donc, je l'ai toujours dit que nous avons été colonisés par le Belge. Quand j'ai dit les Belges, y compris les rois Léopold II qui avait fait de notre pays sa propriété privée avant de le céder à la Belgique. Nous avons été colonisés. Et puis le 30 juin, nous avons eu l'indépendance. Mais et puis nous sommes retombés aujourd'hui dans la colonisation. Donc nous sommes recolonisés aujourd'hui. Nous sommes toujours économiques. Qu'on ne s'en cache pas. Les Rwandais colonisent le Congo. Vous voyez? Je suis un acteur politique, je l'ai dit. Donc quand vous avez nos leaders qui vont aller rendre compte au Rwanda, quand vous avez 545 officiers qui sont rwandais qui sont dans notre armée, quand vous avez tout ce que vous connaissez là, aujourd'hui, les mauvaises pratiques du Rwanda, la machette, les poisons, c'est arrivé ici. Donc c'est une recolonisation. Nous ne sommes plus libres et pourtant nous sommes battus pour l'indépendance. Donc il faut un nouveau élan pour que nous puissions mériter notre souveraineté. C'est ce que je vais dire aux jeunes. Je l'ai dit clairement parce que ce n'est pas un sujet tabou. Moi j'ai été dans plusieurs conférences, j'ai été au dialogue intercongolais en Afrique du Sud, nous avons ramené la Constitution. J'ai été au Palais du Peuple lorsque, à l'époque, le chef d'État avait convoqué l'élite politique, c'était au cours de concertation nationale. J'ai été à la cité de l'Union africaine où j'ai tracté Kodjo. J'ai tracté l'ambassadeur à Bari parce qu'ils avançaient un pied, donc ils avaient un pied dedans, un pied dehors. J'ai dit, pour le Congo, je vais vous tracter. J'ai tout fait pour convaincre le défunt Tshisekedi pour qu'il puisse regagner. C'est ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, j'ai dit les choses clairement. Nous devons nous réveiller. Nous devons faire en sorte que nous puissions demain recouvrer notre souveraineté. Monsieur Congo, une question de curiosité. Je vous prends par vos propres mots. Vous venez de donner un exemple que le Rwanda colonise le Congo. Oui. Mais qu'est-ce qui favorise toutes ces choses? Et qu'est-ce que la jeunesse peut s'attendre à sortir de cette situation, puisque nous sommes déjà dedans? Vous avez dit qu'on ne se voile pas des faces, ce sont des choses qui se font. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation, selon vous, en tant que politique? Moi, je pense que les dirigeants, ceux qui nous gouvernent, doivent faire un effort d'encadrer la jeunesse d'abord. Non seulement la jeunesse, mais il faut rééduquer les Congolais. Parce que les Congolais ne savent pas pourquoi il est Congolais. Quels sont ses devoirs, quelles sont ses responsabilités, quelles sont ses obligations vis-à-vis du Congo. Alors il faut commencer par l'éducation civique pour renforcer la conscience nationale. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai commencé en Europe et aujourd'hui, je continue. Sans l'éducation civique, personne ne peut comprendre beaucoup de choses. Il faut commencer par l'éducation civique. Après, il faut résoudre la crise sociale. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Le Congolais doit manger matin, midi, soir. Il faut le mettre dans des conditions pour pouvoir réfléchir. Mais aussi, il faut les moyens à notre sécurité. Il y a 3 piliers. Vous avez l'armée, la police, donc notre police nationale, vous avez les services de sécurité. Ces 3 piliers, il faut les aménager. Il faut donner des moyens à l'armée, donner les moyens aux services de sécurité, donner les moyens à la police nationale congolaise. Et aussi, il faut faire en sorte que les recherches scientifiques dans notre pays
qu'on puisse les promouvoir. Parce que sans recherche scientifique, nous n'allons pas survivre. On va nous amener des vaccins, on va nous amener n'importe quoi. Donc il faut promouvoir les recherches scientifiques. Donc tout cela, ça fait un tout parce que le Congo, en fait, c'est un pays sinistré aujourd'hui. Il faut l'admettre. Donc dans tous les domaines, nous connaissons les sinistres. Notre outil de production a été complètement bousillé. Comment nous pouvons parler d'émergence? Et dans tout cela, il faut promouvoir l'économie sur base de l'agriculture, la pêche, l'élevage. Parce que le Congo, ce n'est pas seulement les minéraux. Je ne sais pas si vous permettez. Oui, très rapidement. Parce oui, que rapidement alors. Oui. Le Congo, ce ne sont pas seulement les minéraux. C'est d'abord un fleuve long de 4700 km. C'est un fleuve poissonné. Nous avons 136 000 affluents et tout ce que vous avez. 36 000 poissonnés. Nous avons 34 lacs poissonnés. Mais aussi, nous avons 156 millions d'hectares de forêt. Vous voyez? Donc, tout cela est favorable pour l'économie. Et sans oublier les 80 millions d'hectares de terres arables. Monsieur Okongo, donc, il faut oui, parce que là, nous sommes déjà en train de chuter avec vous. J'ai une question de curiosité. En tout cas, là, je ne peux pas me séparer de vous sans que je vous la pose. Je vous en prie. OK. Lumumba, c'est l'intérêt collectif qui prime sur l'intérêt individuel. Mais exact. Alors, selon vous, aujourd'hui, vous pensez que ceux qui se réclament de l'école de Lumumba marchent sur ses traces? Parce que c'est lui, au fait, le père de l'indépendance. Ça m'étonnerait qu'ils puissent marcher. Peut-être qu'ils ont commencé, mais ça n'a pas marché. Bon, je ne vais pas juger l'actuel président parce qu'il est en train de parler de la justice, il met la justice à l'avant. Je pense que c'est aussi parce que sans la démocratie, on n'a pas la justice. On a toujours dit que la justice élève une nation. Je crois qu'il est bien parti. Mais encore une fois, il faut qu'il se sépare de cette coalition FCC-CACH. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il essaie de faire quelque chose, mais on ne peut pas adopter une philosophie et marcher à la compte de cette philosophie. C'est ce qui nous est arrivé. Lumumba, c'était un nationaliste d'abord. C'est quelqu'un qui avait, même si les mots choquent quelque part, mais c'était quelqu'un qui avait une passion et un amour passionné pour le Congo. Chaque Congolais doit avoir cette attitude. C'est tous ceux qui se réclament des lumumbistes. Ils doivent avoir cette attitude-là. Avoir l'amour du Congo, mais aussi une passion pour ce pays. Pour ce pays-là, déjà, nous sommes en train de chuter. Bibi, vous avez encore une préoccupation parce que c'est déjà la fin. Il n'y en a plus. Alors, Monsieur Okongo, Michel, face à votre caméra, oui. J'aimerais que vous lanciez un message à la classe politique de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la jeunesse. D'abord, pour l'élite politique congolaise dont je fais partie, l'amour. L'amour du prochain. Sans l'amour, on ne pourra rien faire. Il faut aimer les prochains. Lorsque vous aimez les prochains, vous allez également aimer votre pays. D'abord, ça, cela. Et puis, il faut que nous puissions normalement extirper de nos cœurs, de nos pensées, tout ce que nous avons de négatif. Parce que pour construire un pays, il faut être positif. Mais laissons les querelles, les politiciennes à côté, des petits jets, des cache-cache, c'est tirer les pas, tout cela qu'on mette de côté. Deuxième chose, pour notre population, notre peuple, le peuple doit savoir revendiquer ses droits. Et à cela, il ne faut pas avoir peur des gens qui se mettent devant vous parce qu'ils veulent vous barrer la route. Lorsqu'il faut réclamer vos droits, il faut le faire sans casse, sans violence. Et c'est comme ça que nous allons construire le Congo de demain. Parce que nous avons fait 6 décennies, on n'a pas avancé. Et maintenant, je crois que l'après les 30 doit être différent de l'avant. 6 décennies, c'est quand même l'âge de la sagesse. Et nous avons loupé tout cela. C'est ce que je vais dire aux Congolais à partir de maintenant, mais également à l'élite politique. Et à la jeunesse? À la jeunesse, il faut qu'elle arrête de se faire instrumentaliser. Il faut que la jeunesse puisse œuvrer, puisse poser des actions dans la bonne direction.
Ça veut dire que nous avons un pays et nous dépendons de ces pays-là. Il faut les préserver. Il faut poser des actions dans le sens positif parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Si la jeunesse, vous ne prenez pas la responsabilité de ce qui vous attend demain, parce que nous, c'était le cas aujourd'hui. Là où j'ai été travailler dans d'autres pays, si je n'avais pas une base solide, je n'allais pas travailler. Donc, prenez l'exemple de ceux qui ont réussi, parce que vous avez aussi la chance de réussir. Vous appartenez à un pays riche, vous avez beaucoup d'opportunités, mais ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas instrumentaliser par ceux qui aiment la violence et donner des machettes aux jeunes, faire ceci. Ne le faites plus. Aujourd'hui, travaillez pour la reconstruction de notre pays. C'était là le message de M. Michel Okongo, à qui nous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Bonne fête d'ailleurs. Merci pareillement. Même si le cœur n'est pas la fête, parce que confinement et tout. Ah non, j'allais oublier. Alors, vos impressions par rapport à la chaîne, comment avez-vous trouvé Amen TV? C'est pour vous la première fois de venir? Magnifique. Je vous suis souvent, mais pour la première fois, j'arrive ici, c'est un cadre magnifique. Je vois que vous êtes entouré de jeunes, c'est magnifique. Félicitations. Merci. Et j'ai fait un barreau d'honneur à l'apôtre Mutombo Lopol, qui est un oint de Dieu que nous suivons tout le temps. Nous profitons de ses enseignements. Donc, encore une fois, c'est un bijou. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Si on avait le temps, on allait aussi analyser un peu le discours du chef de l'État qui a tenu aujourd'hui son discours à la nation. Mais je reviendrai une autre fois. On le verra même prochainement. Les portes d'Amen Télévision vous sont grandement ouvertes. Merci infiniment. Revenez quand vous voulez. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, là déjà nos invités sont en train, pendant qu'ils sont en train de partir,